ne peut pas offrir la santé à une population sans tenir des réalités socio-culturelles des communautés. Donc, il faut tenir compte des savoirs et savoir-faire endogènes de la médecine traditionnelle. Voilà, chaque fois qu'on parle de médecine traditionnelle, nous parlons de 3 P. Et ça, c'est mon maître, le professeur Idrissa Diallo, que son âme repose en paix. Il parlait de 3 P. P de praticiens, P de pratique et P de produits. Et le praticien, c'est une personne reconnue au niveau de la communauté pour offrir les soins. Il y a des pratiques positives qui contribuent à renforcer les soins, par exemple la traumatologie traditionnelle. Et les produits, les produits exploitent les vertus thérapeutiques des plantes médicinales. Mais quand on parle de valorisation de la médecine traditionnelle, tout le monde pense aux produits. Surtout nous, pharmaciens. Ça a été l'approche de nos maîtres pour favoriser l'intégration, la communication avec les médecins. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées sur les produits, mais les indicateurs ne s'améliorent pas. Donc il va falloir qu'on se questionne. Et le contexte, c'est quoi? Il y a la stratégie mondiale, la stratégie africaine. Je vais à ça parce que il y a eu la déclaration de Alma-Ata en 1978 en faveur de la valorisation de la médecine traditionnelle dans les soins de santé. La stratégie de l'OMS Afrique qui est de 2000, demande de prendre en compte toutes les pratiques et remèdes qui ont fait la preuve de leur efficacité, qualité et sécurité. Et l'OMS Afrique dit, on entend par intégration l'accroissement du système de santé en mettant en place un partenariat entre le système traditionnel et le système conventionnel. Et il y a eu des stratégies adoptées par l'OMS internationale et aujourd'hui, on est à la stratégie de l'OMS 2025-2034 qui parle de preuves scientifiques, de réglementation des praticiens, des pratiques et des produits, d'intégration de cela dans le système de santé, de collaboration entre le système traditionnel et le système conventionnel afin de renforcer l'accès aux soins et de protéger la biodiversité pour une exploitation durable des plantes médicinales. Et l'OMS mondiale dit que cette stratégie doit être adaptée au contexte national. Et à ce niveau, j'aimerais nous dire que l'OMS donne des directives, l'OMS fait des recommandations, l'OMS élabore des stratégies, mais la santé dans chaque pays est souverain pour adopter sa stratégie. Donc, mais l'OMS est favorable pour la prise en compte des ressources de la médecine traditionnelle pour les soins de santé. Et la stratégie dit également de prioriser et de soutenir la prise en compte des données scientifiques. Cela veut dire quoi? Parce que l'OMS dit aujourd'hui, il y a assez de données scientifiques.
Nous ne pouvons plus continuer à nous poser des questions sur l'efficacité. Il s'agit d'exploiter les résultats, aller à la recherche appliquée et résoudre les problèmes de santé. Les populations ont besoin de solutions. Et c'est ce que l'OMS recommande aujourd'hui. Et là, je vais dire, j'ai dit, au Mali, on a l'intégration des médicaments traditionnels améliorés. Un médicament traditionnel amélioré est issu de la pharmacopée traditionnelle et a fait l'objet d'études, de recherches scientifiques pour confirmer l'efficacité, l'innocuité et la qualité. Donc tout médicament traditionnel amélioré, issu de la recherche, doit répondre à ces trois mots-clés: sécurité, efficacité, qualité. Et il ne faut pas confondre les médicaments traditionnels améliorés avec les médicaments traditionnels tout court, non issus de la recherche. Le médicament traditionnel, c'est le médicament du praticien de santé qu'il donne extemporanément aux patients. Un médicament qui n'est pas, auquel on n'exige pas l'autorisation de mise sur le marché parce qu'il est dans un contexte professionnel. Il est chez lui ou il est dans un cabinet médical. Son médicament circule entre ses patients. Donc, ce n'est pas un médicament à vendre au grand public. La vente au grand public de tout médicament est conditionnée à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'organe de réglementation pharmaceutique. Et une fois que l'autorisation de mise sur le marché est obtenue, le médicament est vendu chez les professionnels du médicament. J'aimerais vraiment qu'on fasse la part des choses entre les deux catégories. Ici, je parle de médicaments traditionnels améliorés, issus de la recherche, sûrs, efficaces et de qualité. Donc, il s'agit d'élargir l'accès aux soins, de combler les lacunes dans les soins primaires et de permettre aux communautés de prendre leur santé en main. Aujourd'hui, l'OMS demande la question communautaire, la responsabilisation de la communauté qu'elle doit s'approprier de sa santé. Et un médicament traditionnel amélioré, j'ai résumé, on dit est un produit sur la pharmacopée, j'ai mis quelques éléments. Validation scientifique, efficacité thérapeutique est confirmée par des études. Contrôle de qualité et de la toxicité, la composition chimique est bien connue, les limites de toxicité sont établies et la production est contrôlée. Dosage quantifié, le dosage du principe actif est déterminé et quantifié. La production est contrôlée, encadrée par les bonnes pratiques de fabrication. Quels sont les avantages de ces médicaments? Les avantages, c'est un accès universel aux soins. On dit que les MTA peuvent étendre l'accès à des soins de santé accessibles, abordables, en particulier dans les zones où les services de santé traditionnels sont les seuls disponibles. Dans notre contexte, il y a beaucoup de lieux, il n'y a pas de système conventionnel. Approche globale et personnalisée. L'intégration favorise une approche de santé plus complète et centrée sur les besoins des personnes. Soutien aux économies locales. La production des médicaments MTA peut
constitué un volet important de l'économie de certains pays. Renforcement des soins primaires. Les MTA peuvent améliorer la disponibilité des services de santé au niveau des soins primaires, qui sont la base du système de santé. Et donc, quand on prend un certain nombre de domaines aujourd'hui, il y a eu des études qui ont montré qu'à domicile, 60% des enfants sont pris en charge de paludisme simple. C'est une étude que l'OMS a faite quand ils ont mis en place, faire reculer le paludisme en 1998. Si cela est vrai, on doit étudier ces préparations pour les valider comme des MTA. Et je crois qu'aujourd'hui, il existe des travaux qui ont été effectués au Mali pour mettre au point des médicaments anti-palu, comme le malarial ou Soumafura Kemoko Bengali. Et je crois qu'à travers l'histoire, la lutte contre le palu est liée aux médicaments traditionnels. La quinine, issue des écorces de quinquina, et l'artémisinine, issue de Artemisia annua, sont les deux principes actifs aujourd'hui antipaludiques. Donc, quels sont les défis et les étapes de l'intégration? Les défis concernent la réglementation et la politique. Il faut des politiques adaptées. Ensuite, ça concerne la formation des professionnels de santé. Et chaque fois qu'on parle de médecine traditionnelle, on se précipite, il faut les former. Vous n'avez pas à les former. Vous aussi, vous devez être formés. Vous ne connaissez rien du système traditionnel. La recherche et les données, donc il faut un besoin accru de recherche et moyens pour contrôler l'efficacité, l'innocuité et la qualité. Et ensuite, on dit qu'il faut la collaboration. Mettre en place des plateformes de collaboration entre chercheurs, tradipraticiens et aussi autres professionnels de santé pour développer les médicaments traditionnels améliorés. Alors, l'expérience du Mali. Le Mali, en Afrique, est considéré à l'avant-garde de la valorisation de la pharmacopée. Et cela, c'est grâce à l'effort des pionniers. Dr Somine Dolo, déjà en 1957, demandait aux gens de prendre les cahiers, les notes quand ils partaient dans les villages. Et il a dit qu'on ne peut pas se soigner seulement avec la médecine occidentale. Il est devenu le premier médecin, le premier ministre de la Santé du Mali indépendant. Et tout de suite, avec notre père académique, le pionnier, professeur Mamadou Koumaré, ils ont mis en place la question de la valorisation de la médecine traditionnelle. Le premier MTA issu de la recherche au Mali est de 1963, a été présenté au président Modibo Keïta et ça a été fait dans la section recherche de la PPM avant la création de l'Institut. En 1968, le Mali a créé un institut de recherche sur la médecine et la pharmacopée 10 ans avant la déclaration de Alma-Ata. En 1981, le Mali est devenu centre collaborateur de l'OMS. Et en 1987, le Mali, le professeur Mamadou Koumaré, notre père académique, que son âme repose en paix, a été le premier Africain à siéger à l'OMS Afrique à Brazza, et c'est lui qui a élaboré tout ce qui est document de la médecine traditionnelle. Après, en 2002, l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, a décidé la valorisation des résultats de la recherche sur la pharmacopée. Et là, c'était un Malien, le docteur M. Antouman, le ministre Antouman Ndiaye, qui était le directeur de l'OAPI. Et quand ils ont voulu faire, il a questionné les gens. Les gens ont dit, mais c'est ton pays qui est à l'avant-garde.
C'est comme ça qu'il est venu voir le professeur Koumaré, et le professeur Koumaré l'a mis en contact avec le professeur Drissa. Et l'initiative de Libreville aujourd'hui, c'est la question de l'industrialisation pour la production industrielle des MTA en Afrique. Bon, donc, depuis, le Mali a fait des progrès pour devenir un centre d'excellence de l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de santé, qui avait un programme médecine traditionnelle. Le Mali a été lauréat du prix Kwame Nkrumah de l'Union africaine pour la médecine traditionnelle. C'est la première fois que l'Union africaine a décerné cela à la pharmacopée. C'est revenu au Mali. La coordination des programmes thématiques pharmacopée médecine traditionnelle du CAMES, 19 pays africains, aujourd'hui est coordonnée par le Mali. Et quand il y a eu Covid-19, c'est le Mali qui a suscité la prise en compte de la médecine traditionnelle dans la lutte contre le Covid. Et l'OMS Afrique a mis en place un comité des experts présidé par l'Afrique du Sud. La coprésidence a été assurée par le Mali. Et je crois que nous, les Africains, après la pandémie Covid-19, on devait reconsidérer la pharmacopée. La résilience de l'Afrique à la pandémie Covid-19 vient des tisanes. Et nous demandons de documenter, on a fait des écrits, et nous voulons qu'on capitalise cela. Et l'autre chose qui s'est passée pendant Covid, c'est la fermeture des frontières. Donc nous proposons la production locale de tout ce qui sont les médicaments pour les symptômes, au lieu de dépendre de l'extérieur. Et je crois qu'on salue le partenariat avec le Maroc, le partenariat avec les pays de l'Afrique du Nord. Je crois qu'aujourd'hui, on doit renforcer les transferts de technologies. Le Maroc, c'est un des grands pays dans l'industrie pharmaceutique qui produit, et produit même pour les Européens. Je crois qu'on va profiter de cette expérience-là pour produire localement et ne plus dépendre. C'est une question de souveraineté sanitaire. Pendant Covid, on nous a fermés. Tout le monde s'est servi avant de servir l'Afrique. Donc pendant Covid, je salue l'ordre des pharmaciens, pendant Covid, le sirop antitoussif, tout sèche, a été donné, mis à la disposition des centres de prise de Covid pour la toux sèche associée à la Covid. Et c'est l'ordre des pharmaciens qui a acheté le Balembo au niveau de l'Institut. Donc, aujourd'hui, j'ai dit qu'au niveau africain, on est en train de faire un projet, plateforme de recherche d'innovation pour la production et la commercialisation de médicaments à usage humain et vétérinaire issus de la pharmacopée africaine. Il y a 5, c'est les 19 pays, il y a 5 pays leaders. Le Mali, avec le sirop Balembo, ce sirop a été lauréat du prix Galien Afrique en 2021. Le Burkina Faso avec le FACA contre la drépanocytose, qui a été lauréat du prix Galien Afrique en 2023. Le Guinness-Astéa de Guinée contre l'hypertension. Les thés pour le bien-être du Bénin et Actol 30 qui est un produit utilisé contre Covid du Congo. Donc, ce sirop Balembo, on l'a produit en partenariat avec la PPM. Parce que les populations ont besoin de cela. Et également, on a proposé un partenariat public-privé, mais dans le respect des textes. Et je viens en 2023, le département médecine traditionnelle de l'Institut national de recherche en santé publique, selon
les recommandations de la politique nationale de médecine traditionnelle, adoptée en 2005, est devenu aujourd'hui l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle. Ce qui demandait le nom de l'Institut, Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle, qui a été créé en août 2023 par les hautes autorités pour donner plus de visibilité à tout le potentiel que la médecine traditionnelle a pour contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable, la couverture sanitaire universelle et la souveraineté sanitaire. Et là, on a dit qu'il faut tenir compte aujourd'hui de la multisectorialité, du savoir aux patients, tous les secteurs sont impliqués. On a dit également qu'il faut doter de fonds, des fonds spécifiques pour faire une production et renforcer les capacités des organes de réglementation. Il faut décoloniser le mental. Il faut décoloniser le mental. Chaque fois qu'on parle de médicaments traditionnels améliorés, on nous demande s'il y a eu essai clinique. L'OMS demande preuves scientifiques. Il y a d'autres manières d'avoir les preuves scientifiques sans passer par un essai clinique. Covid-19, personne n'a fait essai clinique. Mais les gens ont eu preuve. Mais Covid-19 également, il y a eu des protocoles. Comparer tisane avec les traitements classiques. Dans certains cas, les patients des tisanes sont sortis avant les traitements classiques. Donc, la mise en œuvre des projets va contribuer de ce type de projet, va contribuer à la souveraineté pharmaceutique et sanitaire en Afrique. Les autres contextes aujourd'hui favorables que je vous dis, c'est le sommet mondial de la médecine traditionnelle. L'Inde a construit un centre mondial de médecine traditionnelle et a fait don de cela à l'OMS. Et chaque 2 ans, il y a un sommet mondial. Et le Mali est toujours invité parce que le Mali est un des rares pays de l'Afrique au sud du Sahara à être un centre collaborateur. Donc, j'ai participé au premier sommet en 2023 et en décembre dernier, je viens de quitter le deuxième sommet et on a tenu que le Mali présente. L'OMS Afrique a choisi le Mali pour présenter l'expérience du Mali au sommet mondial. Et j'ai fait un panel, j'ai animé un panel, concilier la gouvernance, l'équité et les ressources. Parce qu'aujourd'hui, l'OMS dit qu'il faut aller à l'équité, il faut équilibrer. Et un autre, donc l'Inde aujourd'hui a une économie du savoir basée sur les savoirs endogènes et à l'intervalle de, je ne me rappelle plus, ils ont multiplié par 6 les chiffres d'affaires. Après, l'autre jour, quelqu'un nous disait qu'il faut regarder vers l'Est. Présentement, on a un projet avec la Chine. La Chine aussi est un exemple de valorisation des savoirs endogènes. Présentement, le Mali a un projet qui s'appelle Louban, Atelier Louban. Et le Malien, le professeur Diarra, qui a fait médecine chinoise, qui a soigné les Chinois, est le directeur de cet atelier Louban. Et l'institut que j'ai l'honneur de diriger est la structure technique. Donc, avec tout ça, on a beaucoup de données. Il faut aller à faire des médicaments. Et je crois qu'aujourd'hui, pour les médicaments traditionnels améliorés, le processus est clair. On collecte les données. Après, on identifie la plante. On fait la recherche bibliographique. On rentre au labo. On fait les contrôles de la matière première, la composition chimique. Et puis, on détermine
les propriétés. D'abord, on estime l'innocuité, la toxicité, et on fait l'évaluation des activités selon les domaines d'utilisation. Et à l'issue de tout ça, on propose la forme d'utilisation, formulation galénique, et à la suite de tout ça, si c'est nécessaire, les produits sont donnés, vont aller aux essais cliniques en collaboration avec les spécialistes. Mais au niveau de notre institut, on a une consultation, un service de sciences médicales et c'est la recherche appliquée. Les médicaments sûrs, efficaces, obtenus sont donnés à nos patients sous contrôle. Et c'est l'ensemble de ces données qui ont constitué les dossiers d'autorisation de mise sur le marché. Et aujourd'hui, il y a 14 médicaments traditionnels améliorés qui ont eu leur autorisation de mise sur le marché en 1983 sous la direction du professeur Mamadou Koumaré. Et 7 de ces médicaments sont inscrits sur la liste des médicaments essentiels. Et ces médicaments, je parle du Balembo, sirop adultes et enfants, contre la toux sèche. Je parle du dicentéral anti-amibienne. Je parle du gastrocédal, anti-ulcère gastrique, de l'Axacacia contre la constipation, du malarial contre le palud. Et il y a les images. Donc ces médicaments, je vous dis, sont prescrits au niveau de notre structure, mais également au niveau de certaines structures de santé. Et ils constituent, les MTA jouissent d'une notoriété nationale. Et les MTA sont aujourd'hui victimes de leur notoriété. Parce qu'il y a l'usurpation du nom des MTA, de l'Institut, parce que c'est populaire. Au lieu de faire des produits maison, on a pris les noms des MTA. Donc les MTA sont victimes de leur notoriété. Et ces MTA aujourd'hui, selon des études, ils ont une notoriété à cause de leur efficacité, à cause de leur prix nettement concurrentiel. Le produit le plus cher de nos MTA, c'est 1000 francs. Non seulement il y a usurpation de nom, mais il y a augmentation des prix. Et les médicaments, leur prix est nettement concurrentiel par rapport aux spécialités équivalentes. Et leur acceptabilité a été démontrée par des prescripteurs et des consommateurs, selon des études que nous avons effectuées. On a les données, de toute façon, après on peut partager. Par exemple, les raisons de prescription. 85% pour l'efficacité, 38% pour le coût du traitement. Pour les patients, 62% des patients préfèrent les MTA et 25% suivent l'avis du prescripteur. 55% des patients préfèrent les MTA à cause d'une satisfaction après le traitement. C'est des études qui ont été menées dans le cadre d'une thèse d'exercice en pharmacie. Ensuite, dans le cadre d'un projet de production, étude de marché des MTA au niveau du district de Bamako en 2001, ayant fait l'objet d'une thèse d'exercice en pharmacie, notamment la thèse de Dr Abdoulaye Konibo, a concerné 43 officines de pharmacie, 16 centres de santé et 295 clients. Il a été noté l'existence des MTA dans 97% des officines. La prescription des MTA a été faite par 81% des prescripteurs. La connaissance des MTA était de 77% par des consommateurs. La confirmation de l'efficacité des MTA pour 96% des consommateurs.
Et par rapport aux formes d'utilisation, 59% des pharmaciens ont proposé une amélioration de la forme pharmaceutique. 33% des prescripteurs ont souhaité une amélioration des formes. 28,75% des consommateurs ont suggéré une amélioration de la forme pharmaceutique. Et la thèse de Dr Konipo a été dirigée, c'était en 2001, c'est une des dernières thèses que le professeur Aruna Keita a dirigée, paix à son âme, et il est décédé, et je suis la co-directrice de cette thèse avec feu professeur Aruna Keita. Et le docteur Aîné Arama, paix à son âme, également était membre du jury. Et il y a d'autres domaines où les médicaments ont été donnés. Dans le VIH, on a eu un grand projet, on a donné les MTA pour les affections opportunistes. Et on a mis au point un produit pour associer aux ARV. Et dans Covid-19, je vous ai dit déjà. Donc, j'ai dit que l'accès aux médicaments essentiels et l'amélioration de la qualité des soins de santé primaire, et ça constitue une bonne communication avec le système conventionnel. Et c'est la phytothérapie. Et là aussi, j'aimerais nous demander, quand on parle de MTA, médicaments traditionnels améliorés, issus de la recherche, quand on les utilise, on est en phytothérapie. Oubliez le système traditionnel, parce que ça fait le parcours. Les MTA et phytothérapie, les MTA peuvent contribuer au renforcement des soins, entre autres, pour combler les vides thérapeutiques entre le diagnostic et le traitement, pour le traitement intégré et pour le traitement ou prévention des effets secondaires et pour la détoxification aussi souvent du foie. Donc une meilleure prise en compte des MTA dans les soins va permettre de renforcer, ça doit se faire dans le cadre de renforcement des capacités. Donc comme j'ai dit, il y a eu des renforcements des capacités. Bon, dans l'étude, les médicaments sont acceptés, il y avait des ruptures, mais le médicament le plus consommé, le plus connu était le Balembo, le moins connu était le malarial. Voilà, et je passe. Donc maintenant, c'est la question de la collaboration. Si on veut utiliser les médicaments, il faut aller à une collaboration. C'est ce qui est demandé, l'établissement d'un partenariat pour faire la recherche. Il y a la question de la biodiversité. Donc, on a fait des travaux pour le renforcement des capacités, pour les bonnes pratiques de récolte, de séchage, de conservation, pour préserver la biodiversité. Parce que quand on n'aura pas de plantes, il n'y a pas de médicaments à base de plantes. Et aussi, je crois qu'aujourd'hui, il faut réfléchir au système de la culture des plantes médicinales. C'est tout un autre business qu'il faut mettre. Je crois que le Maroc a des expériences également de culture de plantes médicinales et aromatiques. Et donc, on a fait des essais, on a notre jardin, on a fait des essais dans notre jardin. Et puis, je veux dire un mot, si on veut faire la collaboration, il faut la formation. Et nous avons commencé, nous faisons l'encadrement et la formation au niveau de l'Institut. De 2016 à 2023, nous avons dirigé 74 thèses d'exercice en pharmacie, 3 mémoires de master, 5 thèses de doctorat PhD. Et pour les TP, au niveau de l'Institut, par exemple, nous avons eu 912 étudiants pour les TP, notamment de l'USCTB et de Kankoumoussa, et 330 stagiaires venant du Mali, mais aussi des pays africains. Ensuite, il y a une chose dans la formation, nous avons introduit en 2018
Nous avons introduit un module de médecine traditionnelle dans la formation des médecins et des pharmaciens. Les médecins n'aiment pas la médecine traditionnelle. Ils sont contre la médecine traditionnelle. Parce que dans leur formation, ils n'ont reçu aucune information positive de la médecine traditionnelle. Donc le cours, c'est permettre aux médecins de connaître son environnement, d'où vient son malade, pour qu'il dialogue avec le système traditionnel. Depuis 2018, c'est introduit. Hier seulement, les médecins ont composé en médecine traditionnelle. J'ai l'honneur de leur enseigner ça. Et donc, en termes de perspective, qu'est-ce qu'il faut? C'est renforcer les partenariats stratégiques. Et renforcement du partenariat public-public, public-privé. J'ai dit pour sécuriser les MTA par la protection des droits de propriété, pour le respect des textes également dans la cession, dans le partenariat entre l'État et le privé, augmenter le nombre de MTA avec autorisation de mise sur le marché, assurer l'assistance technique à la recherche, faire des accords spécifiques. Personne n'est contre personne. Mais quand on veut travailler, il faut des papiers clairs. Il faut écrire des textes et dire les responsabilités de chacun, les conditionnalités de chacun. Et nous devons aussi faire la production selon les bonnes pratiques de fabrication. Nous devons préserver la qualité, l'efficacité et la sécurité du produit. Et là, j'interpelle les pharmaciens. Vous êtes le visage. Parce que les patients, c'est chez vous qui vont venir se procurer les médicaments. S'ils ne sont pas de qualité, finalement, c'est le pharmacien d'officine qui a vendu le produit qui n'est pas de qualité. On ne connaît pas les autres personnes. Donc, le renforcement de ce partenariat, aujourd'hui, on est en train de faire à travers la question des labels. Label pharmacopée. Pourquoi label? On a constaté qu'il y a la triche dans certains médicaments traditionnels, non issus de la recherche. Des poudres antalgiques qui en 30 minutes calment la douleur. Insuffisance rénale parce que c'est falsifié par des corticostéroïdes. On triche, on utilise le nom de la poudre de plante et on dit c'est efficace. Nous avons fait des recherches et nous avons dit l'Institut a obligation, parce que c'est structure de l'État, a obligation de sécuriser les MTA ou les médicaments traditionnels. L'État a mis en place un label financé par l'OAPI. Donc, on va avec des accords, avec des conventions, nous devons apposer un label sur des médicaments quand on connaît avec quoi on prépare. Et l'État vous dira, ce médicament, nous savons avec quoi c'est préparé. Maintenant, nous, on ne peut pas gérer tout le privé, mais l'État, au moins en tant qu'institut, prend ses responsabilités pour dire, nous connaissons ça, nous mettons un label. Pour la sécurité du patient. Parce que très souvent, on parle d'argent, on parle d'affaires, on oublie la sécurité du patient. Donc, création de soutien, les unités industrielles. Donc, on a fait ce label-là. On va faire la mise en œuvre. On pourra faire des rencontres spécifiques sur les labels. Et à l'issue des labels, parce que quand on va faire les labels, sur les médicaments des praticiens de la médecine traditionnelle, à partir du moment qu'on a les données de sécurité, d'efficacité, de qualité, on a dit on va faire une convention, s'ils veulent, pour aller à des autorisations de mise sur le marché. Comme ça, le produit est sécurisé.
Et on dit, si on fait autorisation de mise sur le marché, on peut aller à une production industrielle. Quand on a expliqué ça, l'OAPI nous a financé un projet de production industrielle de MTA. Et cette idée, c'est la vision du professeur Mamadou Koumaré. Quand on m'a dit de venir pour voir un stand, j'ai dit, nous sommes structure de l'État. Je n'ai pas à venir présenter nos produits ici. J'ai dit, je suis héritière de nos pères académiques. Et c'est le lieu de rendre hommage au professeur Koumaré qui a été un visionnaire. Visionnaire qui, en 1981, a créé l'Office malien de pharmacie. Et il a dit, les médicaments issus de la recherche doivent être produits par l'UMPP. Il a créé l'UMPP. Et je vous ai dit que le premier produit qu'il a fait en 1963, c'était au sein de la PPM. La PPM est la première structure créée. 62, je crois. Donc, le professeur Koumaré, sa vision aujourd'hui, MTA de l'Institut, produit par l'UMPP, et nous avons fait le projet comprend partenariat stratégique, Institut, UMPP, PPM. Les CEMAPI coordonnent parce que c'est à travers le ministère de l'Industrie qu'on a eu le financement de l'OAPI. Donc aujourd'hui, on a un projet national financé par l'OAPI sous le leadership du CEMAPI, de l'Institut, l'UMPP, la PPM et la Direction générale des eaux et forêts qui va accompagner la Fédération malienne des associations des thérapeutes herboristes pour la matière première. L'OAPI est venu visiter. Ils ont dit que c'est la première fois qu'ils voient un projet qui implique 5 ministères. L'Institut national est du ministère de la Recherche, UMPP de l'Industrie, PPM de la Santé, CEMAPI de l'Industrie et les eaux et forêts, le ministère de l'Environnement. La fêtière, la fédération. Et ce projet, nous avons fait un poster dans notre centre. Donc, j'ai dit, merci à Kenya Expo. On parle de phytothérapie. C'est la société malienne de phytothérapie créée par le professeur Koumaré. Kenya Expo, avec Société malienne, les pharmaciens, on a rendu hommage au professeur Koumaré. J'ai amené ce poster pour mettre dans le stand, pour rappeler. Et le message qui est en bas, c'est ensemble, contribuons à la valorisation de la pharmacopée malienne. C'est le message du pionnier, c'est le message du visionnaire. Et ce projet que j'ai affiché à côté, c'est pour dire que sa vision est en train d'être réalisée. Donc, voilà un peu où j'ai dit, donc promotion de la phytothérapie, c'est la vision de SMP, de la SAP, la Société malienne de phytothérapie, Société africaine de phytothérapie, c'est lui qui a créé. Et aujourd'hui, on est en train de discuter de faire la Fédération africaine de phytothérapie selon les recommandations du Forum pharmaceutique de Tunis. Et avec le professeur Chemli, on est en train de discuter. Et là, moi je pense que j'en ai parlé déjà à Dr Maria Cécile, on va commencer à faire les renforcements des capacités en phytothérapie pour aboutir à des diplômes interuniversitaires en transfert de technologies entre l'Afrique du Nord. On va capitaliser l'expérience de la Tunisie, du Maroc ou d'autres pays interuniversitaires. Un renforcement des capacités des pharmaciens, un renforcement des capacités des prescripteurs pour qu'on puisse réellement encadrer professionnellement l'utilisation
des ressources de la médecine traditionnelle. Si nous ne faisons pas ça, c'est les conséquences de l'automédication que nous allons gérer. C'est les conséquences d'ignorer le comportement de nos patients qu'on va gérer. Toutes les enquêtes qu'on a menées, la dernière enquête chez les patients de cancérologie, minimum 70%, ils sont en chimio, ils utilisent les plantes. Et nous tournons les yeux. Après, souvent, on perd un patient, on ne sait pas pourquoi on l'a perdu. Il y a eu une interaction négative. Mais souvent aussi, on peut dire qu'on a guéri un patient alors que c'est une tisane. Et là, je vous raconte un cardiologue qui m'a raconté, c'est là. Il a soigné quelqu'un d'un édème. Il lui donnait du Lazilix, du furosémide, pardon. Et le patient guéri, à la sortie, a rassemblé tous les comprimés de furosémide. Il a donné au médecin. Le médecin a dit, qu'est-ce que vous avez fait? Je n'ai jamais pris vos comprimés. Je prenais mes tisanes. Et c'est un médecin cardiologue qui n'est pas du Mali, mais que j'ai rencontré parce que un autre domaine dans lequel on m'a fait appel, c'est le sport. Le dopage par inadvertance. Il y a des plantes africaines qui peuvent être utilisées et donnent positif aux sportifs. Donc, ils m'ont appelé. J'ai dit, bon, je veux qu'on recense les plantes que vous utilisez, pourquoi vous les utilisez, et nous, on va analyser pour voir s'il y a des substances qui peuvent vous rendre positif. Et donc, quand ils ont fait venir les médecins aussi, ils m'ont appelé. Donc, j'ai dit, je vous écoute, est-ce que vous connaissez l'utilisation? C'est comme ça que j'ai eu la petite histoire pour dire que le potentiel de la phytothérapie peut être exploité à plusieurs niveaux. L'alimentation des sportifs, le massage des sportifs. Il y a plein de choses. Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on se forme, renforcement des capacités. Donc, en conclusion, l'existence d'une quantité importante d'informations scientifiques sur les plantes africaines pourront servir pour la valorisation de son utilisation. Moi, je veux qu'on cesse de nous questionner. Moi, je veux qu'on cesse de vouloir mettre nos connaissances dans les paramètres occidentaux. Moi, je veux qu'on décolonise le savoir. Quand tu vas en Inde, il y a les centres Ayurveda, il y a l'institut de yoga, vous allez faire votre yoga, il y a les professeurs qui mesurent l'impact de chaque signe de yoga sur votre santé. C'est de cela qu'il s'agit. Mais ça ne passe pas par les essais cliniques, paramètres occidentaux. Si nous voulons mettre nos tisanes dans les paramètres occidentaux, on n'aura jamais leur utilisation. L'Occident exploite les connaissances traditionnelles. On dit le Kengeliba, le Combretum migrantum, c'est utilisé en Afrique depuis 30 ans. Démontrer que c'est utilisé en Europe pendant 15 ans. L'industriel qui amène la preuve, il peut innover, il peut faire toute forme de préparation, il fait des produits, mais l'indication traditionnellement utilisée dans la prise en charge du diabète, traditionnellement utilisée dans la prise en charge des affections hépatiques. Il ne peut pas mettre que c'est anti-diabétique, il ne peut pas mettre que c'est anti-hépatite. Nous, en Afrique, à des conférences, on me dit pourquoi on dit traditionnel. Leur problème, ce n'est pas l'efficacité, hein, c'est le mot traditionnel. Ils sont complexés, ça les fait honte. L'Inde a construit le Centre mondial de la médecine traditionnelle. Le 19 décembre dernier, j'étais à la clôture. Le Premier ministre était là-bas avec le directeur général de l'OMS. C'est ça. En Chine, c'est ça.
Décolonisons le mental. Exploitons ce potentiel qu'on a. Notre résilience, c'est nos savoirs endogènes. Les populations cherchent des solutions. Et nous devons apporter les solutions dans un contexte professionnel. Donc, c'est la condition pour arriver à, il faut la production industrielle. Et tous les contextes sont là. Et je termine avec cela en disant que, voilà, l'avant-dernier, recherche et développement sur les connaissances traditionnelles et la valorisation des résultats de la recherche est transversale et touche la santé, le secteur de la santé pharmaceutique, ça touche la formation, la recherche, ça touche l'emploi, l'économie, l'industrie, le secteur pharmaceutique, l'environnement, l'agriculture, le patrimoine culturel, la promotion des femmes, des jeunes, l'information, la communication. Toute la chaîne peut être mobilisée. Et il n'y a pas à se bagarrer. Personne n'a à vouloir faire le monopole. On doit définir le rôle de chacun en toute transparence et qu'on exploite au bénéfice de tous. Donc, le dernier mot, la valorisation de la pharmacopée africaine, comme souhaité par le professeur Koumaré, nous unit. C'est une ressource stratégique pour la résilience de l'économie de nos pays face aux crises multiformes et pour contribuer à la souveraineté sanitaire. Donc, les hommages, je les ai faits à mes pères. Hein, et tous mes remerciements à Kenya Expo et ses partenaires, à tout le monde. Et ce que j'ai comme logo au niveau des remerciements, on a le slogan, la médecine traditionnelle, notre culture, notre santé, notre futur, mais également, c'est la photo de la pervenche de Madagascar, cette plante ornementale qui fait partie du logo de la médecine traditionnelle africaine. Utilisée traditionnellement pour le diabète, au cours de la recherche, les chercheurs ont constaté une forte diminution excessive de globules blancs, toxicité pour les globules blancs. Ils n'ont pas tourné le dos pour la toxicité. Ils sont allés vérifier la toxicité sur les cellules cancéreuses. C'est ce qui fait la vincriscine et la vinblastine. Pour dire que l'espoir est dans les plantes. Je vous remercie. Merci, professeur Orokia. Je pense que cette conférence est bien située dans son thème. On a la santé, l'innovation et orienté vers les plantes médicinales pour pouvoir améliorer l'ensemble du système de santé. Alors, professeur est parti de la structuration de la médecine traditionnelle du départ jusqu'à aujourd'hui au niveau des instances de la santé, que ce soit au niveau universel et au niveau africain, et même au niveau national, en soulignant le parcours exceptionnel de certains de nos confrères pour la valorisation des plantes médicinales, dont le professeur Koumaré. Aujourd'hui, je pense que si on résume cette présentation, c'est aller vers des perspectives. Nous avons un soubassement aujourd'hui qui est très favorable au Mali, c'est que la grande majorité de la population est encore favorable aux plantes médicinales. Que ce soit de façon scientifique, c'est niveau MTA, où vous allez remarquer quand même que dans tous les coins de nos pays, de notre pays, des capitales régionales à Bamako, on a des tradithérapeutes partout et qui sont sérieusement consultés. Donc ça dénote d'une certaine confiance de la population. Elle a parlé tantôt de l'environnement. L'environnement, c'est que c'est culturel.
la population fait confiance aux plantes médicinales. Ce qu'il y a lieu de faire maintenant, comme elle l'a dit, c'est de mêler des synergies vers l'innovation. L'innovation, c'est arriver à maintenir les trois concepts de façon scientifique et de façon vulgarisée, c'est-à-dire la qualité. La qualité, comme elle l'a dit, on n'a pas forcément besoin de passer par tant d'industrialisation ou tant de technologie pour prouver la qualité d'une plante médicinale. Elle a parlé d'efficacité. On a aussi, si les gens se soignent, ils continuent à se soigner, c'est qu'il y a un certain résultat. Donc il faut plutôt aller vers la vulgarisation de cette qualité, de cette efficacité qui est constatée, qui peut être constatée aussi bien scientifiquement dans les laboratoires ou bien constatée sur le terrain. Constatée sur le terrain. Et maintenant, enfin, elle a parlé aussi de la sécurité. Ça, c'est les trois concepts les plus importants. Ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est de nouer des partenariats. Et là, elle a parlé surtout de l'avancée notable. Nous avons beaucoup de pharmaciens. Nous avons quand même beaucoup de fois eu l'opportunité de nous rendre dans les différents forats organisés du point de vue santé au Royaume du Maroc. Moi, j'en ai fait, je ne sais pas combien d'éditions j'ai participé. Mais il y a une avancée notable au niveau du Maroc quant à l'autoproduction des médicaments. Il y a beaucoup de médicaments qui sont produits aujourd'hui au Maroc. Et pourquoi pas maintenant un pays qui parraine effectivement, qui est l'invité d'honneur de cette édition, pourquoi ne pas en tirer des partenariats prolifiques pour toutes les parties, notamment dans la mise en valeur des médicaments traditionnels tels qu'à leur niveau aujourd'hui, où le professeur Orokia et son équipe sont arrivés. Il faut quitter un peu cette étape aussi et avancer pour pouvoir vulgariser. Elle a donné les résultats d'une étude qui a montré l'efficacité de ces MTA et la confiance accordée à ces MTA. Ça, c'est un socle très important pour aller vers une industrialisation. Elle a parlé d'industrialisation. Parce que la production à ce niveau-là aujourd'hui des MTA par l'Institut est à un niveau qui ne peut pas satisfaire la population. Et c'est pourquoi il faut aller vers l'élargissement du niveau de production, l'élargissement du niveau de surveillance et surtout l'élargissement du niveau de distribution. Parce que beaucoup de points de reculés du Mali aujourd'hui n'ont pas ces MTA. Et ils se soignent avec des tradithérapeutes, comme Orokia l'a dit, par opposition un peu au système scientifique contrôlé. Et là, les gens se soignent avec des médicaments, mais les providers de ces médicaments ne peuvent pas forcément justifier. Et on a beaucoup de faussaires d'ailleurs qui se sont glissés dans ces médicaments. Donc, il faut aller vers le contrôle de la production, de la distribution de ces MTA. Et cela se fera mieux dans un partenariat avec des structures telles que nos partenaires marocains qui peuvent vulgariser la production et aujourd'hui atteindre les niveaux de distribution jusque dans les points reculés du Mali. Elle appelle à une synergie professionnelle autour d'un projet comme tel. C'est-à-dire produire aujourd'hui les MTA à un niveau suffisant et produire des MTA de qualité et les distribuer pour faire face aux besoins de santé. Et jusque-là aujourd'hui, vous voyez que la couverture médicale
du Mali dans les médicaments importés, elle peut être jugée très faible. Elle est très faible encore. Donc on peut arriver et à maîtriser une partie des coûts de la santé et aussi cadrer avec la culture en soignant les gens avec les médicaments issus de notre pharmacopée. Ça, je pense, c'est le résumé que moi je tire de cette présentation. Je remercie beaucoup le professeur Orokia et j'en appelle aussi, comme elle, à une adhésion autour d'un projet comme tel, qui va aussi améliorer les ressources humaines, améliorer dont elle parle de formation et améliorer surtout les ressources humaines autour du projet. Je vous remercie et maintenant, avec le temps, je pense qu'on commence à être très très coincé dans le temps. S'il y a tout de même soit des interventions pour améliorer ou alors des questionnements, on peut en prendre quelques-uns pour y arriver. Vous avez souvent parlé de la qualité donc, des extraits ou bien la qualité des plantes aromatiques et médicinales. Et voilà, c'est le point le plus critique et c'est le point clé. Si on parle d'une qualité de plante, on parle bien évidemment de la composition surtout des extraits et la composition surtout des huiles essentielles pour les plantes qui contiennent des composés volatiles et des extraits volatiles. Cette qualité ou bien cette composition est liée étroitement à une chaîne de traçabilité de la culture de plantes vers le processus de transformation, quel que soit séchage, distillation, ainsi de suite. Et ça, ce que nous sommes en train de faire sous la direction du docteur Osman Coulibaly, avec la société tuniso-malienne, donc Aroma Process Consulting. C'est un bureau d'accompagnement des projets. On a commencé donc à faire la culture des plantes aromatiques et médicinales avec scientifiquement, on a suivi donc la culture, les paramètres de la culture des plantes aromatiques et médicinales. Puis on a passé à la distillation et la transformation, quel que soit le séchage, les paramètres du séchage. On a bien fixé les paramètres du séchage et même la distillation pour avoir donc des extraits ou bien des huiles essentielles de très haute qualité. Et on a commencé la distillation de Kankeliba, voilà, et on a obtenu donc l'huile essentielle de Kankeliba. On a essayé de faire aussi la composition de cette huile essentielle. C'était une plante merveilleuse avec la citronnelle, menthe et basilic et d'autres plantes. Voilà, je vous remercie une autre fois et merci madame. Monsieur le sénateur, merci professeur Orokia Traoré. Moi c'est Mohamed Birima Coulibaly de l'Office national de la santé et de la reproduction ONAS. Une structure qui est dédiée à la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. L'une des stratégies de cette lutte est la planification familiale. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, nous sommes à 22% des taux de prévalence contraceptive. Et dans ces 22%, 21% est le taux de prévalence de contraceptifs modernes et 1% pour les naturels. Alors, quel peut être aujourd'hui vraiment l'apport des MTA dans la planification familiale au Mali? Étant donné que beaucoup d'utilisatrices se plaignent des effets secondaires. Donc si on a des MTA vraiment qui peuvent nous aider en matière de planification familiale, ce serait vraiment une très bonne chose. Merci. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à cette pionnière de la médecine traditionnelle au Mali. Écoutez, professeur, votre engagement et votre rigueur est en train de crédibiliser vraiment cette science. Moi, c'est docteur Chaka Ousmane Traoré, et CEO de l'Institut Bernard Kouchner. C'est un institut de recherche et de formation également dans les sciences de la santé. Et professeur, mon parcours, vous avez dit que notre résilience sera par l'utilisation de nos savoirs endogènes. Je sais, parce que j'ai fait à la DMT. 2014, vous avez dit également que les médecins n'aiment pas trop cette science, mais c'est l'occasion, professeur, je suis médecin de formation, c'est l'occasion et sur les problématiques un peu. Bon, nous sommes dans un salon de promotion de la santé et tous les autres. Le paradoxe, c'est que la promotion nécessaire pour que les médecins, ces MTA,
n'est pas bien mis en place. On va faire fi des essais cliniques à l'occidental. Vraiment, j'aime votre manière décomplexée de voir les choses. Moi, ma thèse, c'était sur la monographie des soins traditionnels chez les enfants de 0 à 3 ans. J'ai côtoyé tous les tradis thérapeutes de Bamako, à commencer par Dembleni, à Nyarela. Que ce soit Sabou Kouloudjou, toutes les associations, la FEMAT, et conclusion que les médecins n'ont pas le choix parce que la population a déjà adopté les médecines traditionnelles. Dans ma thèse, j'ai constaté que quelle que soit l'origine ethnique, religieuse, sociale, 99% utilisent cette médecine traditionnelle chez les enfants. Donc on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc vraiment c'est pour vous féliciter d'abord par le travail bâti. D'abord la création de l'Institut. Je sais que vous avez fait beaucoup d'efforts. Et également, je n'étais pas au courant, l'introduction de la médecine traditionnelle comme science à part dans la faculté de médecine et de pharmacie, vraiment vous êtes à saluer, professeur. Également, j'ai vu quelques thésards, d'anciens thésards de la DMT ici, et du DMT plutôt. Moi, ma question revient, n'est-ce pas, à la collaboration. Premièrement, il y a des délégués médicaux ici, je les vois. Les délégués, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous utilisez ou pas ces plantes traditionnelles? Mais pourquoi si on vous dit d'aller expliquer aux médecins qu'est-ce que ces plantes traditionnelles font chez pourquoi vous n'arrivez pas? Parce que je suis spécialiste en promotion médicale, j'ai un master en promotion médicale. Il y a les principes de promotion médicale qui disent que donc, composition, indication, prix, posologie, traduit en caractéristiques, produits, avantages, médecins, bénéfices, patients, ils n'arrivent pas avec les plans traditionnels, comment démontrer ça aux médecins. Donc les médecins qui sont là, disent que non, les essais cliniques, où sont les preuves scientifiques et tous les autres, oh, ils sont souvent un peu perdus. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à bien prescrire ces MTA. Mais derrière cette mauvaise prescription, il y a surtout la mauvaise promotion. D'où j'ai rebondi sur votre main tendue à la collaboration. Vraiment, professeur, on va vous aider. Vous avez beaucoup fait, vous ne pouvez pas faire tout seul. On va vous aider. Donc on va vous aider. Ces cadres, n'est-ce pas, des renforcements des partenariats, vous avez dit, et également, n'est-ce pas, des partenariats stratégiques. Donc je crois qu'on va vous rejoindre. Ma question c'est surtout, parce que le cri de cœur de docteur également est très capital. Comment augmenter la production? Quel peut être notre apport en tant que privé dans cette production? On a des partenaires, ils ont de l'argent, ils sont prêts à investir également. Nous sommes là parce que nous croyons à la chose. Je crois que s'il y a des fenêtres d'opportunité, on va venir. Par rapport à ça, et saisisse ma question, et ma question saisisse par rapport au label. Est-ce que le label que vous avez dit, c'est un projet qui est déjà structuré ou c'est un souhait? Saisisse ma seule question. Je vous remercie et je vous demande vraiment d'ovationner vraiment le professeur. Et merci beaucoup. Oui. Une contribution? Oui. Moi, c'est Dr Koulibaly Abdraman, je suis docteur vétérinaire. Ici, je ne veux pas saluer la compétence ou l'expertise du professeur Orokia. Franchement, je vais directement à son franc-parler, sans langue de bois. Et tout ce qu'elle a dit, les 3 points, la sécurité, qui est l'innocuité, l'efficacité et surtout ce qu'on dit. Le 3e point que je ne veux pas oublier, ça c'est tout simplement la tac. Non, il y a l'innocuité, il y a l'efficacité et la sécurité. Bon, je vais passer, ça arrive. Donc, moi, j'ai fait ma thèse sur la médecine traditionnelle appliquée à la médecine vétérinaire.
Le professeur a parlé de professeur Aruna Keïta, c'était sous Aruna Keïta. Et ma spécialité, c'est hygiène et sécurité alimentaire. J'avoue, je fais la promotion de la médecine traditionnelle, mais à cause de ma profession, j'ai peur des médicaments traditionnels. Notre ami tunisien et frère tunisien l'a dit, tout ce qui est traçabilité. Donc je n'utilise pas à cause de ce seul point. Mais avec Rokia et la collaboration demandée pour les médecins, moi il faut axer sur la formation, l'encadrement des tradithérapeutes et tradipraticiens, la sensibilisation des médecins, des proches des patients. Je vous dis, les médecins, heureusement que Isiaka l'a dit, si vous n'accompagnez pas ce processus, nous les vétérinaires, nous sommes déjà à la porte de Rokia, du professeur Rokia, pour vraiment aller vers l'utilisation démocratique des médicaments traditionnels. Bien sûr, en respectant les 3 facteurs qu'elle a cités. Je vous remercie. Ok, merci Korob pour la parole donnée. Je remercie le professeur Rokia pour son expertise qu'on ne peut pas contester dans ce pays, en Afrique et même dans le monde. Donc j'ai une seule question, c'est par rapport à la production des matières premières, les plantes. Parce que pour répondre à ces besoins, il faut forcément aller vers la culture de ces plantes. J'étais tout de suite avec certains agriculteurs que j'ai invités pour le salon parce qu'on a forcément besoin de ces agriculteurs pour cultiver les plantes dont nous aurons besoin. Parce que souvent, on est buté à la disponibilité des matières premières. Est-ce qu'elle peut nous parler de certaines plantes qu'on peut cultiver avec ces agriculteurs ici au Mali pour assurer la disponibilité des matières premières? C'est ça ma question. Merci. Alors, à la suite de mes prédécesseurs, je tiens à dire un sincère merci au professeur Rokia. Le docteur Koulibaly l'a dit, c'est une expertise reconnue mondialement. Voilà. Donc, par rapport à cela, elle a dit que de 1983 ou 4, qu'il n'y a eu que 14 médicaments traditionnels améliorés mis sur le marché. Nous parlons de résilience aujourd'hui. Et je me dis, les médicaments traditionnels améliorés, la conférencière l'a dit aussi, ça ne sera pas pour aller soigner en France, aux États-Unis. C'est pour des besoins locaux. Donc moi, je me dis qu'avec la création de l'Institut, il est important qu'on puisse créer nous-mêmes nos procédures pour que nos médicaments qui sont efficaces depuis des centaines, des siècles d'années qui sont utilisés, qu'on n'aille pas chercher des procédures d'Europe et d'Amérique pour venir les appliquer à nos médicaments qui nous soignent depuis l'aube des temps. Moi, je pense que l'Institut, qui est une autorité malienne, une ressource locale, doit pouvoir nous donner aussi les conditions dans lesquelles ces médicaments traditionnels améliorés, issus de la recherche, peuvent entrer dans nos officines et que nous, professionnels du médicament, nous puissions les conseiller en toute sécurité. Je pense que notre résilience passe aussi par notre capacité d'avoir confiance en notre système, aux techniciens qui sont là pour dire ce médicament est efficace et peut être utilisé par les médecins et par les pharmaciens locaux. Je vous remercie. Merci au grand frère qui a résumé. Il a résumé et dit qu'il faut qu'on aille dans les synergies. Et la question de la production, j'ai dit ici que la production que nous faisons est expérimentale. Nous ne faisons pas de production industrielle. Et c'est pour cela, j'ai parlé, on a eu à faire partenariat à un moment avec la PPM. Et aujourd'hui, on vient d'avoir ce projet qui est essai de production industrielle avec l'UMPP. Et donc, qu'est-ce que les pharmaciens peuvent faire? Moi, quand on a présenté ce projet, j'ai dit, même si l'extérieur ne finance pas, que ça c'était un projet à financer au niveau interne. Donc pour moi aujourd'hui,
quand on va faire un essai, à l'issue de l'essai, rien n'empêche, dans un partenariat public-privé, que les pharmaciens, on mette en place une société qu'on investit pour dire désormais, nous voulons qu'il y ait une production et on peut décider les produits même à faire selon l'intérêt. Donc pour moi, c'est là qu'il faut faire. Alors, donc les éléments de réponse, les éléments de réponse, merci pour le témoignage et le travail que vous êtes en train de faire. Merci, c'est OCB qui a posé la question de la production de la matière première. Voilà, donc c'est très bien. Je suis très contente de voir qu'il y a d'avoir l'information d'un projet qui est en train de se faire avec le Mali, avec la question de la traçabilité, parce que j'ai parlé de la question de la culture des plantes médicinales. Un élément très important en phytothérapie, c'est la qualité de la matière première. Sans ça, on ne peut pas produire des médicaments avec qualité constante, avec efficacité constante, avec sécurité. Donc le travail que vous êtes en train de faire, c'est très bien, félicitations, et vous êtes en train de le faire avec Dr OCB qui me pose une question. J'ai dit, moi ici, je demande la collaboration. Je ne suis pas une personne qu'on m'appelle comme ça pour donner une information. Je suis responsable d'une institution nationale. Et donc, si vous êtes intéressé à notre domaine, on discute, on voit comment on peut travailler ensemble. On a des informations qu'on peut mettre à votre disposition. Voilà. Donc, je suis contente d'apprendre que vous avez ce projet. Et bienvenue. Il y a beaucoup de plantes à huile essentielle qui pourront faire l'objet. Et c'est toute une chaîne de valeur qui peut être mise à cela. Voilà. Donc, après, l'ONASER. Alors, donc on vous a donné l'information que moi j'ai travaillé sur les méthodes traditionnelles. C'est ça, on vous a donné cette information. Voilà, on vous a donné cette information. Alors, en réalité, moi, 88, 89, j'ai sillonné le Mali. Et ma thèse d'exercice en pharmacie, c'était les méthodes traditionnelles de contraception en milieu bambana, Sénéfo et Soninké au Mali. Et j'ai fait un travail pour comprendre d'abord le concept. Et donc aujourd'hui, la question pour moi n'est pas, la question pour moi n'est pas gérer les effets secondaires de la planification. La question pour moi, et ce qui m'a amené à travailler sur ce thème, qu'on m'a confié, c'était un projet également de la division santé de la reproduction, c'était avec Suzanne Bokoum, elle était dans mon jury. Et donc, moi, j'étais révolté de l'imposition de la pilule. Et j'ai dit, je veux voir qu'est-ce qui existe chez nous. Et dans un premier temps, j'ai dit, quel est le concept? Dans notre concept, Morotri de Famay. Et vous venez avec des méthodes où dire, il ne faut pas être Morotri. Donc le taux de la contraception, ça va être très difficile. Et ça bouge. Parce que on a pris des choses d'ailleurs selon les volontés des autres et on a voulu appliquer. Donc, sinon, dans ma thèse, il y a plein de méthodes de contraception.
que j'ai recensées. Mais ce qui est intéressant, j'ai recensé 71 plantes et les tisanes de plantes riches en certaines substances chimiques comme les saponosides à génine stéroïdien peuvent être considérés comme des prodrogues pour dérégler le processus. Aujourd'hui, dans le monde, tout ce qui est médicaments stéroïdiens, que ce soit les contraceptifs, que ce soit les anti-inflammatoires stéroïdiens, on se base sur les extraits de plantes riches en saponoside, en génine stéroïdien. Et on fait l'hémisynthèse. Donc, mon discours, c'est autre chose. On pourra en parler. Et j'ai toute ma petite idée sur la contraception. On pourra discuter de la contraception. Il faut qu'on revoie nos approches d'espacement des naissances et non de planning familial. Voilà. Donc, après cela, le médecin, docteur Traoré, voilà. Et vous savez, moi j'ai dit, il n'y a pas... Moi je pense qu'aujourd'hui, le gros problème que nous avons, nous, les Africains, et ça c'est quelque chose, quand je vais en Inde, je vais en Chine, ça me confirme. Quand j'ai été en Inde et j'ai visité les centres de Ayurveda, où si tu veux, tu viens, tu fais ta méditation. Tu veux, viens, tu viens, tu veux t'asseoir, tu fais tes incantations. Tu vas quelque part, on est en train de traiter quelqu'un avec du lait, et le lait circule et puis tombe sur ses yeux. Et quand tu arrives au niveau de la pharmacie, ils prennent des pincées de poudre, ils vous mettent dans le truc, du papier. En Chine aussi, quand je suis allé dans les centres de soins, j'ai vu qu'ils ont des tiroirs, ils ont les plantes en vrac, on va te peser pour te donner et on va dire pour aller. Hein? J'ai dit, surtout en Inde, j'ai dit voilà les gens qui respectent leurs parents. Parce que l'Inde a créé un ministère des médecines traditionnelles. Le ministère Ayush. A pour Ayurveda, Y pour Yoga, U pour Humani, S comme Sida, H pour Homéopathie. Le ministère de la médecine traditionnelle et tout ce que vous pensez dans le système là, formation et autres, organisation, il y a tout. Donc si je vais dire tout, bismillah, je vais au centre là, je vais m'asseoir, il y a un professeur qui s'occupe de moi. Et nous les Africains, chaque fois qu'on parle de notre médecine traditionnelle, nous prenons des accusations. C'est toxique, c'est le mot traditionnel. Moi, je suis pharmacien. La toxicité n'est pas un handicap pour utiliser un médicament. Il faut connaître la toxicité. La digoxine provoque l'arrêt cardiaque. Mais les pharmaciens ont fait des petites doses. Ça renforce le cœur sans jamais l'arrêter. Le médicament, c'est un poison. Donc pour moi, les questions de traçabilité, tous les problèmes que nous pouvons citer, citons-les. Et disons comment on peut résoudre chaque problème pour répondre aux populations, pour respecter nos parents. On ne rase pas la tête de quelqu'un en son absence. L'efficacité d'un médecin dépend du dialogue qu'il va établir avec le tradipraticien qui a son malade et aussi c'est que le malade qu'il collabore. Vous avez parlé de pédiatrie, ça me fait plaisir. J'ai fait un webinaire avec l'association malienne de pédiatres. J'ai dit, chers pédiatres, vous savez que vous êtes considérés comme des assassins? J'ai dit comme ça. Ils disent, ah bon? J'ai dit oui.
Qu'est-ce qu'on dit dans nos sociétés? Ni kono e denta. Ni tarana e dokotoro sola, dokotoro ba fagani pigili. C'est ça qu'on dit. Donc, j'ai fait le webinaire avec eux et il y a 100 pédiatres africains qui l'ont suivi. Le professeur Marou Keita a modéré. Ils ont mis le traitement traditionnel, un casse-tête pour les pédiatres, pour me choquer. À la rencontre, j'ai dit, je vais écouter vos casse-têtes. Donc ils ont cité tout ce que tu as dit comme les pédiatres là. Moi, j'ai une assistance là, on a fait les enquêtes, non seulement à Bamako, mais 3 autres zones du Mali. On est en train de travailler là-dessus. On espère même de faire une publication sur les soins des enfants. Et Nyamadaele, Balini, Timini, ils ont cité, j'ai dit ça, c'est pas problème, c'est des plantes. Nous sommes en train de préparer des fiches, on va leur dire à quoi ça peut servir, à quoi ça ne peut pas servir, quelle est la quantité. Et j'ai dit, les pédiatres, vous dites dentition, c'est physiologique. Mon enfant pleure, il a des douleurs, il a des diarrhées. Vous dites que c'est physiologique, vous ne donnez pas de médicaments. Mais moi, je vais voir la praticienne qui me donne des produits. Vous dites que c'est physiologique. Eh, mais moi, je vais chercher les solutions ailleurs. Donc, moi, ce que je vais vous dire, vous dites que vous allez m'aider. Non, vous ne m'aidez pas. On s'entraide. Moi, j'invite qu'on ramène la question à un niveau professionnel. Professeur Orokia Sanogo, aujourd'hui, est là. On m'a confié une responsabilité. Mes prédécesseurs, ils m'ont enseigné. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Je porte le flambeau. Je suis en train de préparer d'autres personnes. Il y a beaucoup d'alumni qui ont fait la thèse. Je les invite à venir pour qu'on mette en place des protocoles concrets de recherche appliquée. Et les protocoles, on va les faire avec quoi? Ce que Dr Marie-Cécile dit. Aujourd'hui, on a beaucoup de données. Il est dit dans la réglementation pharmaceutique que les médicaments de catégorie 2, sous forme de tisane, tu prends les hépatisanes, les plantes qu'on utilise sous forme hépatisane, gastrocédale et tout ça, la réglementation en vigueur aujourd'hui utilisée dit que ces médicaments n'ont pas besoin d'essais cliniques. Il faut une monographie, il faut élaborer les conditions, la qualité des matières premières, la stabilité et tout. Mais dès qu'on parle essais cliniques, c'est écrit noir sur blanc dans notre réglementation qu'il ne faut pas d'essais cliniques. Mais les gens sont sur eux-mêmes. On ne veut pas appliquer les textes. Donc moi, aujourd'hui, je veux qu'on applique les textes. Que toutes ces tisanes, on a beaucoup de tisanes, qu'on fasse les AMM, qu'on fasse les protocoles et qu'avec les médecins, qu'on prenne des patients avec des protocoles validés par les commissions scientifiques, par les comités d'éthique et qu'on donne les trucs d'intimidimini ou bien les antidiarrhéiques là, des IRA, et qu'on dise voilà sa contribution documentée. C'est ça que moi je veux. Ce n'est pas mon engagement personnel qu'on veut m'aider. Non. Non, non, non. On est professionnel, on doit aider notre population à avoir des solutions. Ils sont en train d'utiliser ça nous. Ils n'ont aucun souci de nos préoccupations cliniques, pas cliniques. Et ils utilisent. Donc c'est de ça qu'il s'agit pour moi, docteur. Et je suis disponible, comme vous avez fait la thèse sur les enfants, je suis disponible qu'on aille à ça. Voilà, bon, donc les autres questions, bon, comment la production, je crois que j'ai répondu. Les labels, voilà. Voilà, donc on peut aujourd'hui augmenter la production. Les MTA, il y a les informations des MTA sont sur le formulaire thérapeutique national. Quand vous allez à la page Balembo, vous allez voir le nom de la plante, la classe thérapeutique, les posologies, les contre-indications, les indications, tout est écrit.
Malgré tout ça, les gens ne veulent pas prescrire. Tout est dans les formulaires thérapeutiques. Et quand je parle de renforcement des capacités, le renforcement des capacités est vous montrer des données de sécurité, d'efficacité supplémentaires qu'on peut avoir, mettre à la disposition du médecin. Et pendant le Covid, c'est ça qu'on a donné aux médecins. Dans les pays, les médecins, c'est les infectiologues qui ont utilisé les tisanes. Ils ont donné les tisanes. Les pharmaciens ont préparé. Voilà, les labels. Les labels est une réalité. On doit faire la mise en œuvre, on a déjà le financement. C'est l'Institut qui va le faire au nom de l'État, mais il y a une commission nationale de labellisation et toute la procédure a été rédigée, tout le processus a été fait jusqu'à, on est à l'enregistrement du label au niveau de l'OAPI pour passer à la mise en œuvre. Là également, les pharmaciens, vous pouvez nous aider parce qu'on veut être renforcés pour accompagner la préparation des médicaments, même des praticiens, sous contrôle. Parce qu'on peut mettre les labels après, ils vont aller falsifier. Nous, on veut être renforcés pour le faire. Donc, merci. Et Dr Koulibaly, la traçabilité, ça se gère. Comme il vient de dire, ils sont en train de travailler. Donc, il ne faut pas refuser quelque chose parce que moi, j'ai ça. Non. Le problème, c'est la traçabilité. Comment on peut atteindre la traçabilité? On s'assoit, on fait un protocole. Moi, c'est ça. Je n'ai pas peur des problèmes. On cherche des solutions aux problèmes. Voilà. Donc, OCB, je crois que j'ai répondu. Ma porte est ouverte pour qu'on en discute. Pour ce qui est de Dr Cécile également, je crois qu'on a beaucoup de médicaments qui sont utilisés. Hein. Je crois que j'ai dit qu'il faut qu'on augmente le nombre de médicaments avec AMM. Comme ça, les tisanes, comme c'est plus facile d'avoir l'AMM, c'est une recommandation de l'OMS de dire qu'on ne peut pas attendre le grand circuit et qu'il faut être pragmatique. C'est avec ça que le professeur a fait. Donc, on va, avec la recherche-action, on va convaincre les médecins à l'utiliser. Parce que, le dernier mot que j'ai dit, grand frère, c'est que dans notre recherche, dans les thèses, on mène les enquêtes chez les patients et à la soutenance, j'ai fait appel au professeur responsable du service. J'ai dit, voilà qu'est-ce que tes patients font. Donc, je suis dans une sensibilisation pour dire, vous perdez souvent quelqu'un pour coma hypoglycémique parce qu'il a pris vos médicaments, il a utilisé aussi une plante antidiabétique. Et vous l'avez perdu. Et vous ne savez pas pourquoi. C'est valable pour les pays. Voilà, donc on est en train de faire ce type de travaux pour une collaboration avec les sociétés savantes. Au congrès d'urologie, j'ai présenté la phytothérapie de l'hypertrophie bénigne de la prostate avec prostizane qu'on a mis au point. On veut maintenant qu'on fasse un protocole pour donner à la maison des aînés, pour valider à la maison des aînés. Voilà des choses concrètes que moi je veux. Donc ce n'est pas m'aider, c'est aider à renforcer le système de santé comme on le dit à Kenya Expo. Merci. Merci professeur. Je pense qu'on va en arrêter là. L'essentiel a été dit. Pour ma seule petite contribution, je pense que professeur, le problème auquel on est confronté, tous les pays, toutes les zones, c'est un problème de système. Le problème du médicament aujourd'hui, c'est que le médicament, les utilisateurs du médicament, les structures du médicament, tout relève d'un autre système de financement. D'un autre système de financement. Et c'est uniquement dans ce système que les gens font aujourd'hui leur activité. On a dit tantôt, la population est formatée aujourd'hui en grande majorité, ils acceptent les plantes médicinales. En grande majorité. Si nous regardons cette fenêtre, c'est comme je dis dans un monde structurel aujourd'hui, si on aborde ce système-là avec notre propre formation des médecins,
notre propre système de formation des pharmaciens et notre propre système de production pour aller vers ces marchés. Voilà l'opportunité qui s'offre. C'est la plus grande opportunité qui s'offre aujourd'hui. Parce que les médecins sont réticents, ils n'ont pas été formatés dans ces systèmes. N'ont pas été formatés dans ces systèmes. Donc il faudrait prendre en charge, et ce n'est pas les autres qui ont formé ces médecins-là qui vont les formater dans le système qui nous convient. C'est à nous de financer le système du début jusqu'à la fin. Que ce soit les ressources humaines, le médicament lui-même, la production, la distribution, ce seront nos fonds qui vont financer ces médicaments et les faire arriver vers les marchés qui n'ont pas accès aux autres médicaments surtout. En tout cas, c'est ma petite contribution. Voilà, non, c'est la contribution. Voilà. Je crois que c'est vraiment ça, parce que le système qui existe n'a pas donné le résultat. Donc, on ne peut plus continuer à persister dans ce système. C'est ça ce que je dis. Et là, on parle de souveraineté. Qui parle de souveraineté, on doit se donner les moyens. Et pour le monde qui nous écoute, c'est un monde qui parle plus d'opportunités. Et voilà des opportunités qui sont ouvertes. Un grand marché de personnes qui accèdent à ces médicaments et qui sont fondées sur ces médicaments. Mais il n'y a pas de système organisé aujourd'hui pour satisfaire leurs besoins. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui mettre en place. Je vous remercie. Je pense qu'on va en arrêter là et terminer avec ça. Orokia n'est plus à présenter. Je dis Orokia comme ça. Elle n'est plus à présenter. Donc, avec tout ce qu'elle a eu comme honorification et tout, elle nous a vraiment édifié sur ce système-là aujourd'hui. Et nous serons toujours ravis de la mettre devant pour parler de ces choses. Parce que la pharmacie et la médecine sont obligés d'aller dans ce sens-là aujourd'hui. Je vous remercie.